18h30, je commence. Alors, bonjour à tous et toutes. Donc, ce live aujourd'hui, c'est concernant les repères pour construire son couple. On va aborder plusieurs sujets. Premièrement, nous allons parler de la communication, plus précisément sur comment parler, apprendre à parler. Ensuite, nous parlerons encore de communication, mais plutôt par rapport à l'écoute, apprendre à écouter. Ensuite, nous parlerons de qu'est-ce que c'est qu'aimer, notamment la différence entre l'état amoureux et l'amour véritable. Nous parlerons ensuite de la différence entre la cohabitation et le mariage, c'est un vrai sujet d'actualité. La communication dans un couple, les différents modes, les langages de l'amour, etc. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà un petit peu ça. On va reprendre un peu plus précisément ces termes-là. Ensuite, nous parlerons de la sexualité dans le couple. Et enfin, nous terminerons par la gestion des conflits. Donc, premièrement, je dis qu'on aborderait la communication. Apprendre à parler. Alors, en fait, il faut savoir que très souvent, la communication, elle est brouillée. Contrairement à ce que les gens croient, l'autre ne devine pas toujours ce qu'on veut dire ou nos intentions. Il est donc très dangereux de croire que l'autre va tout deviner à notre place. D'accord ? Communiquer, c'est quoi en fait ? Communiquer, c'est précisément la chose suivante. C'est qu'est-ce que je pense, c'est dire ce que je ressens, c'est dire ce que je vis et le donner à l'autre en respectant l'autre. Donc communiquer, c'est dire qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis et le donner à l'autre. Donc il y a deux niveaux de communication. Il y a un niveau de communication qui est conscient, c'est le verbal, c'est le niveau de communication verbal. Et il y a un niveau de communication qui est inconscient, c'est-à-dire dans lequel il peut y avoir des doubles messages. Et il faut savoir que les inconscients communiquent et ils sont contagieux. Plus de 80% de nos communications sont non verbales. Alors, c'est quoi la communication non verbale ? Ça peut passer par des regards, ça peut passer par des gestes, ça peut passer par une certaine démarche. On communique énormément de choses de façon inconsciente. Et dans le cadre du couple, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sans parler. Ça, on l'a tous déjà ressenti, que ce soit au niveau du couple, que ce soit dans nos relations personnelles, qu'on peut avoir, que ce soit au travail, dans les amitiés, etc. On se rend compte du niveau d'inconscience qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça qu'il est très important, je pense, surtout en 2024 où le virtuel prend le pas un peu sur le réel, notamment au niveau des relations. Les réseaux sociaux permettent beaucoup de communication verbale, mais la communication non verbale, inconsciente, est très difficile à percevoir. Donc c'est pour cela que je pense qu'il est préférable tout de même d'avoir des relations réelles et de la communication réelle si on s'intéresse vraiment à quelqu'un. Ensuite, la base de la communication, c'est la sincérité. La sincérité, c'est le principe de base en communication. Parce que si le bon Dieu nous a donné une langue et une bouche, c'est pour parler. Et donc, si nous devons parler, vaut mieux être sincère, vaut mieux dire la vérité. Sinon, ça ne sert à rien. Communiquer pour mentir, ou communiquer pour dire le contraire de ce qu'on pense, le contraire de ce qu'on ressent, le contraire de ce qu'on vit, vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire. Donc, la sincérité, c'est vraiment la base de la communication. Parce que il faut ici se mettre dans la peau de l'autre, essayer de comprendre ce qui est important pour l'autre. Il y a 3 formes de communication. Alors ça, vous allez voir, on va détailler cela. La première forme de communication, c'est lorsqu'on communique par les faits. Par les faits, c'est quoi ? C'est-à-dire par des données observables que tout le monde peut voir, où on décrit avec des termes suffisamment précis
que tout le monde puisse comprendre la représentation des faits. Par exemple, le ciel est bleu. Je constate qu'il y a beaucoup de bouchons sur cette rue. Voilà, on a communiqué par des faits, c'est des données observables, on les décrit avec des termes suffisants que tout le monde peut comprendre. Première forme de communication. Deuxième forme de communication, c'est par les sentiments. Les sentiments, c'est le ressenti par rapport aux faits. Je vois qu'il y a beaucoup de bouchons dans cette rue, je me sens oppressé, je me sens en colère. Donc vous voyez, je communique par les sentiments mon ressenti par rapport aux faits, par rapport à quelque chose de réel. D'accord ? Troisième forme de communication, c'est par les opinions. Les opinions, c'est un jugement, c'est une réflexion portée sur les faits. Exemple, je reprends l'exemple des bouchons sur la route. Il y a énormément de bouchons sur la route. Je communique par les faits. C'est un fait observable. Je me sens oppressé, en colère par rapport à ces bouchons. Donc là, je viens de communiquer par les sentiments. Et là, je vais vous donner une communication par les opinions. Je trouve que ces gens ne savent pas conduire. Je trouve que cette route est vraiment très mal organisée. Donc je donne un jugement, une réflexion portée sur les faits. En un petit exemple, j'ai pu vous donner les 3 formes de communication qui existent. Alors, vous voyez là qu'il y a un danger dans des opinions. Lorsque l'on se donne des généralisations trop vite faites, il est souvent préférable d'avoir des opinions mûries. Une bonne opinion, c'est une opinion qui est mûrie par la recherche, par le travail. Et il est très important, je m'inclus là-dedans bien évidemment, il est très important d'apprendre à partager ses opinions sans violence. Voilà. Donc il faut savoir que dans la culture occidentale, nous sommes très cartésiens et rationnels. Alors que la communication avec les sentiments crée une atmosphère beaucoup plus confiante. La communication par les sentiments basée sur des faits crée de la confiance. Ça, les pays un peu plus latins, un peu plus orientaux, sont plus forts là-dedans. La culture asiatique, par exemple, elle n'exprime pas du tout les sentiments. Pourquoi ? Parce que c'est par peur de perdre l'autorité. Ce qu'on le retrouve aussi dans la culture arabe et du Maghreb. C'est qu'il y a très peu d'expression du sentiment, sachant que de toute façon, bien sûr, le sentimentalisme, s'exprimer uniquement par ses sentiments, c'est aussi très dangereux. Mais ne pas en avoir du tout, c'est aussi pas bon. D'accord ? Donc, la démarche à suivre en communication, pour avoir une communication saine, pour apprendre à parler, eh bien, voici les 4 étapes. J'observe un comportement concret qui affecte mon bien-être. Je réagis par un sentiment en assumant la responsabilité de cette affection. Je cerne les besoins, les désirs ou les valeurs qui ont suscité ce sentiment et je demande à l'autre une action concrète qui favorisera mon bien-être. D'accord ? Il faut savoir quelque chose de très très important, c'est que chacun est responsable des sentiments qu'il ressent. Voilà. Souvent, les gens n'assument pas les sentiments et ils les balancent sur l'autre. Dans le couple, il y a une illusion qui consiste à croire qu'il faut deviner, absolument tout deviner, les besoins de l'autre. Et bien ça, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Ça peut être le cas de temps en temps, mais ce n'est pas une vérité absolue. On ne peut jamais deviner à 100% ce que pense l'autre. Donc, si on est affecté par ce que l'autre a fait, ou nous a dit, on n'est pas obligé de lui balancer en pleine figure son ressenti, tout en pensant que normalement, il aurait dû comprendre
que ça se dit pas ou que ça se fait pas, etc., etc. Il aurait dû comprendre que j'aurais mal réagi à cela. Non, non. Donc toujours, j'observe un comportement concret. Je vois par exemple, votre femme vous crie dessus. Hein, par exemple, hein, ceux qui ont déjà été avec une femme kabyle, ils savent de quoi je parle. Votre femme vous crie dessus. Donc là, vous avez observé un comportement concret qui a fait votre bien-être. Je réagis par un sentiment en assumant la responsabilité. Donc, cette femme vous met en colère. C'est le sentiment lié à ce comportement. Donc, vous allez cerner les besoins, désirs ou valeurs qui ont suscité cette colère. Voilà, je me sens en colère car je me sens attaqué dans mes besoins de sérénité, dans mes valeurs de respect et dans mes valeurs d'autorité familiale, par exemple. Et donc, je demande à l'autre une action concrète qui valorisera mon bien-être. Mais vous voyez que cette communication, elle fonctionne bien uniquement si vous êtes aligné avec l'autre personne, bien évidemment. Hein. Vous ne pouvez pas vous éduquer à ce niveau-là et vivre avec quelqu'un qui n'est pas du tout au même niveau d'éducation. D'accord ? Par rapport au même niveau conscience. Donc je répète, il y a deux formes de communication, deux niveaux de communication. Le niveau de communication conscient qui est verbal et le niveau de communication inconscient qui est non-verbal, hein, par les regards, les gestes et la démarche. On communique les choses sous trois formes différentes, par des faits, par des sentiments, par des opinions. Il faut faire attention aux opinions parce que les opinions génèrent des jugements et vaut mieux donner des opinions construites, claires, précises, analysées, afin d'être crédible et ne pas passer pour un guignol non plus. Voilà. Donc, on a parlé de la communication dans le sens de parler. Il y a une autre forme de communication, c'est l'écoute. D'accord ? Écouter dans la non-violence. Très souvent, on n'est pas écouté comme on aimerait l'être. Et il y a 6 attitudes d'écoute. Il y a l'écoute de jugement, il y a l'écoute de soutien, il y a l'écoute d'interprétation, il y a l'écoute d'enquête, il y a l'écoute de conseil et il y a l'écoute de reformulation. Alors l'écoute de jugement, en couple, elle présente quelques avantages. Elle peut permettre de se remettre en question. L'inconvénient de l'écoute de jugement, c'est que ça peut être blessant, c'est que ça peut être source de tension, de préjugés ou de survalorisation. En fait, le jugement, il doit être prudent, il doit être réfléchi. Hein, parce que c'est facile de juger des situations, mais sur une personne, c'est plus délicat. Hein. C'est facile de juger des phénomènes sociaux, des situations, etc., etc. Mais juger une personne, c'est un peu plus délicat. Donc, il faut dissocier les attitudes et ce qu'est vraiment la personne. Hein. Vaut mieux juger un acte que la personne. Parce que dans ce cas-là, la personne ne se sentira pas réduite à son acte. Vous voyez ? C'est également le cas lorsque dans l'éducation de vos enfants. Hein. Par exemple, vous le voyez piquer un bonbon en cachette. Bon, si vous lui dites « t'es un voleur », bon, bah, vous avez réduit votre enfant à un voleur. Mais par exemple, si vous lui dites tu vois ce que tu viens de faire là, à ce moment-là, c'est pas bien, tu viens de voler un bonbon à ce moment-là, c'est pas bien. Ce sont les voleurs qui font ça. Vous voyez, c'est différent. Vous ne l'avez pas associé à un voleur, vous ne l'avez pas réduit à cet acte. D'accord ? Donc, l'écoute dans le jugement, c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, il y a l'écoute de soutien. Hein, l'écoute de soutien, ça permet d'assurer, de dédramatiser. Alors, il y a un avantage clair, c'est que ça fait du bien. Par contre, il y a un inconvénient, il y a plusieurs inconvénients, c'est que la personne peut être prise en charge
c'est aussi inefficace à long terme. Et à trop dédramatiser, la personne peut finir par se sentir incomprise. Hein. Donc le soutien, c'est bien, mais uniquement cela, ça peut, ça peut ça peut même devenir un peu hypocrite comme manière de faire. L'interprétation. L'écoute d'interprétation. L'interprétation, c'est expliquer à l'autre ce qui lui est arrivé. Par exemple, donc là, il y a des avantages. C'est que ça apporte un éclairage. Voilà, vous entendez ce que l'autre dit, et puis vous réinterprétez avec vos mots ce que vous avez compris de ce qu'il a dit. Donc, vous interprétez, ça peut peut-être éclairer l'autre personne, lui ouvrir les chakras. Les inconvénients de l'interprétation, c'est qu'il y a certaines prétentions à mieux savoir ce que l'autre ressent. Donc, les interprétations peuvent être fausses également. Il y a des vérités, des fois, trop violentes que la personne ne peut pas accueillir, des fois. Ça arrive souvent. C'est à manier avec prudence. Hein. Parce que si on interprète à la place de l'autre, parfois ça empêche la personne de prendre conscience par elle-même. Et c'est vrai qu'on a de plus fortes convictions lorsque l'on se rend compte par nous-mêmes de ce qui se passe. Lorsqu'on interprète les choses par nous-mêmes et qu'on en prend conscience par nous-mêmes. Ensuite, il y a l'écoute d'enquête. On cherche des données supplémentaires, on pose des questions. Les avantages, c'est aussi que ça permet un éclaircissement, ça permet à l'autre de se poser des questions qui ne se seraient peut-être pas posées tout seul. Hein. L'inconvénient, c'est que ça peut nous pousser à aller trop loin, hein, ce qui peut être aussi parfois violent. Il faut privilégier le comment du pourquoi. Hein. Vaut mieux dire comment que le pourquoi, qui peut être chez certaines personnes trop direct. Ensuite, il y a l'écoute du conseil. Hein. Cela va lorsqu'on donne un conseil, ça va de la suggestion jusqu'à l'ordre. Les avantages, c'est que ça donne des solutions. C'est que ça donne également des idées. D'accord ? Et l'inconvénient, c'est que si la personne est malhonnête, eh bien, il y a certains conseilleurs qui sont des manipulateurs. Donc, il y a un inconvénient, c'est que la manipulation est possible. Les prétentions aussi. Hein. À mon avis, vous l'avez déjà dû tous le vivre, ça. Hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Et il y a la reformulation. Hein, l'écoute de reformulation, c'est reformuler avec mes mots ce que l'autre vient de dire. Alors, l'avantage, c'est que c'est très efficace lorsque le ressenti est sous-formulé. Donc, j'entends bien que vous êtes en colère, par exemple. J'entends bien que vous vous sentez mal. J'entends bien que vous êtes perdu par rapport à cette situation, etc., etc. L'inconvénient, c'est la répétition. Ça peut être dévalorisant chez certaines personnes. Je vous donne un exemple. Je cite cet exemple. Donc, vous dites à quelqu'un, si j'ai bien compris, ton père te compare toujours aux autres, mais toi, tu aimerais qu'on te considère comme tu es et qu'on te laisse vivre. Hein, ça, on entend souvent cela aujourd'hui. Les attitudes qui aident le plus sont la reformulation et les questions ouvertes. D'accord ? Comment te sens-tu par rapport à cela ? Par exemple, dans une discussion, on tourne toujours autour des opinions, des faits et des sentiments. Lorsque la personne s'enlise sur les opinions, on la relance sur les faits et sur les sentiments. D'accord ? Par exemple, dit voilà, mon mari est un salopard. Hein, voilà, par exemple, hein, la femme kabyle. Mon mari est un salopard. Au lieu de l'écouter dire ça, vous allez la relancer plutôt que de rester sur ses opinions. Bon, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Hein ? Quels sont les faits qui te font dire que ton mari est un salopard ? Et quel est le sentiment que ça a généré ? Quel sentiment ça génère lorsqu'il t'a dit ou fait ça ? Toujours ramener la personne à la réalité, les faits, le concret. Toujours revenir au concret. Hein ? Toujours revenir à la raison. Ensuite, les sentiments par rapport aux faits. Et ensuite, on peut donner des opinions
par rapport aux faits et aux sentiments. Voilà. Mais pour cela, il faut de l'empathie. L'empathie, c'est le niveau d'écoute le plus profond. C'est le niveau à atteindre dans le couple. Voilà. C'est le high level de la communication. Hein, de l'écoute, c'est l'empathie. On cherche à comprendre l'autre de l'intérieur, à saisir les sentiments, essayer de rentrer dans le cadre de référence de l'autre, hein, de savoir en quoi il est sensible, quel est son système de valeurs, de le rejoindre au niveau de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent, de regarder les choses de son point de vue à lui. Hein. L'empathie, c'est montrer à l'autre que j'accepte de voir les choses avec une manière différente de la mienne. Je peux comprendre, mais tout à fait garder ma façon de voir les choses en ne cherchant pas à changer l'autre. Vous voyez ? Elle est là, la liberté. Hein. La liberté, dans le sens noble du terme, c'est de pouvoir vivre avec quelqu'un qui, même s'il n'est pas d'accord avec vous, hein, je ne parle pas sur les principes ou autres, mais sur des visions, sur une manière de ressentir les choses, etc., eh bien, va quand même savoir se mettre à votre place. Donc, l'empathie, c'est tout un art, c'est toute une vertu qui consiste à se décentrer de soi pour se tourner vers l'autre. C'est vraiment le niveau de communication le plus profond, le plus beau, le plus grand. Et je pense que si vous connaissez des couples autour de vous qui marchent bien, vous comprendrez que il est très 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 fort probable qu'ils ont ce niveau d'empathie. Voilà. Donc, on a vu comment parler, on a vu comment écouter et quelles sont les manières d'écouter. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de aimer et être amoureux. Quelles sont les différences entre l'amour véritable et l'état amoureux? Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne décide pas de la venue d'une émotion. On peut la contrôler, une émotion, mais elle est subie. Je sais pas, madame voit Brad Pitt à la télé, ça suscite en elle une émotion forte. Elle peut contrôler ça, mais elle subit cette émotion forte. Peut tomber amoureuse de Brad Pitt. Moi, je vois Monica Bellucci, elle suscite en moi une certaine émotion également. Je peux être amoureux de Monica Bellucci. J'aurais subi, en fait, cette émotion. Je ne l'ai pas choisie. Vous pouvez subir plein d'émotions tout au long de votre journée. Mais nous ne sommes jamais normalement esclaves de nos émotions. Hein, c'est ce qui nous différencie normalement. C'est ce qui va faire la différence entre un homme et un autre, et une femme et une autre. C'est notre capacité tout de même à pouvoir contrôler nos émotions. Parce que sinon, ça devient l'anarchie. Donc, être amoureux, c'est une forte zone d'ombre dans le couple. On ne connaît pas bien l'autre. Vous voyez, je peux tomber amoureux de Monica Bellucci, mais je ne sais rien sur Monica Bellucci. Je ne connais pas ses valeurs, sa manière de vivre, son comportement, etc., etc. Je ne connais pas ses défauts. Lorsqu'on est amoureux, on ne voit pas les défauts. On est dans une zone d'ombre. La personne ne change pas vraiment. Chacun fait un effort pour paraître sous son meilleur jour. Hein, vous avez tous vécu ça, j'imagine. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un ou que l'autre c'est réciproque, chacun veut faire un peu le beau, hein, et la belle. Voilà, montrer que les belles choses parce que on veut absolument plaire à l'autre, on veut absolument pas le froisser, on veut absolument paraître sous son meilleur jour afin de pouvoir gagner ses sentiments. Et donc, on est un petit peu dans le mensonge, on va dire la vérité, on est dans l'ombre. Cette première étape, elle est provisoire. Je dirais même qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Hein. C'est mon avis personnel. Je pense que avant de passer à l'étape d'amour, il faut être amoureux. C'est une étape nécessaire. Il faut que l'autre suscite en vous quand même une émotion positive, hein,
un bon sentiment parce que l'état amoureux va vous mettre dans une position dans laquelle vous allez avoir des sentiments vers la personne et ce sont les sentiments qui vont vous donner envie de faire du bien à l'autre ou de lui vouloir son bien. D'accord? Donc, par contre, faire très très attention à l'état amoureux, il faut en être conscient. Il faut être conscient que vous êtes amoureux pour pas devenir débile, pour pas tomber dans le piège du sentimentalisme, parce que l'état amoureux est un état d'euphorie. C'est un état d'idéalisation. C'est un état qui peut faire perdre la raison. Et ça peut être aussi un état de fantasme, de passion, d'amour aveugle. Et le pire, c'est il peut ne pas être réciproque. Donc, les attirances, ça peut être donc le physique, le comportement, ça peut être la façon de penser, vous voyez. Une femme peut tomber amoureuse d'une voix, elle peut tomber amoureuse d'un comportement, d'un physique, de la manière de penser d'une personne. C'est pareil pour les hommes. Un homme peut tomber amoureux, voilà, de la démarche d'une femme, de sa façon de vous regarder, de son physique, de ce qu'elle dégage, etc. Mais vous voyez que cette attirance qui suscite une émotion et un état amoureux n'est pas encore véritablement mûr. Vous voyez? Il n'est pas mûr, il est fragile, il y a de fortes zones d'ombre. On ne peut pas se baser là-dessus pour construire un couple. Hein? Donc vous voyez, l'état amoureux, c'est cela. L'état amoureux. Maintenant, on va parler de l'amour. L'amour, contrairement à l'état amoureux, il y a une faible zone d'ombre. On peut dire que l'amour commence lorsqu'on connaît et qu'on accepte les défauts de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation mutuelle. Hein? Il y a un changement de chacun qui va inclure une relation durable sur le long terme. L'amour véritable, c'est une relation consciente, réfléchie. Il y a un plaisir de s'occuper de l'autre. On veut son bien. Il y a donc une stabilité émotionnelle. Hein? Dans l'amour, on est stable parce que on se sait aimer comme on est. On n'a pas besoin de s'inventer une vie. On n'a pas besoin de mettre un masque. On peut être celui qu'on est avec notre femme ou votre mari. Vous pouvez être qui vous êtes. Et ça apporte de la paix, ça apporte de la sérénité. Et ça apporte beaucoup de stabilité. Vous voyez? L'amour, c'est une décision. Être amoureux, c'est subi. Aimer, c'est décider. Mais pour pouvoir aimer en vérité, il faut liberté et vérité. Le vrai amour, il nécessite liberté et vérité. Libre de montrer à l'autre et de laisser l'autre être qui il est, montrer qui il est en toute vérité. Et dire la vérité sur soi, sur ce que l'on est, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pense. Et accepter que l'autre ne veuille pas être avec nous. Accepter que l'autre ne nous aime pas comme nous sommes et accepter la liberté de l'autre de partir. Voilà. Le vrai amour, c'est ça. Le vrai amour, c'est quand vous décidez d'aimer l'autre. Non pas pour ce qui vous a... Le vrai amour, c'est quand vous décidez d'aimer l'autre. Non pas pour ce qui vous a... L'amour véritable, c'est celui-là. C'est un amour responsable. Je décide d'être avec cette personne-là, en toute connaissance de cause, en pleine conscience, après mûre réflexion. Mais vous voyez que la conscience et la réflexion, elle ne peut pas être vraie, elle ne peut pas être complète si vous n'êtes pas sincère, si vous ne dites pas la vérité sur vous-même, et si vous ne donnez pas la liberté à l'autre d'être ce qu'il est.
D'où le danger du sentimentalisme et du désir. Hein. Beaucoup de gens essayent de montrer uniquement leur belle apparence ou leur beau jour pour gagner les sentiments de l'autre. Ça, c'est de l'esclavage. Ça, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'amour. Avoir le courage d'aimer, c'est avoir le courage de dire qui vous êtes, sincèrement, véritablement, en assumant qui vous êtes, en n'ayant pas peur que l'autre vous dise non merci. Voilà. Parce que si vous aimez vraiment la personne, laissez-la partir. Si vous aimez vraiment la personne, vous voudrez être aimé pour ce que vous êtes. Non pas pour ce que vous lui avez fait croire que vous êtes. Parce que tôt ou tard, ça pètera. Et vous allez vivre dans l'inconfort. Vous ne serez pas dans le confort. Vaut mieux vivre dans le confort lorsqu'on est en couple. Vaut mieux vivre sereinement avec une femme qui vous aime comme vous êtes, qui vous accepte tel que vous êtes. Il n'y a aucun honneur à être aimé d'une femme qui est avec vous pour d'autres raisons que celles que vous êtes vraiment, hein, que vous lui avez vraiment données. Si elle est avec vous parce que vous avez voulu lui montrer que vous avez de l'argent, parce que vous aviez voulu lui montrer que vous étiez quelqu'un de fort, d'élégant, d'absolument, je sais pas, d'absolument galant, etc. Bon ben, vous allez vous emprisonner vous-même. Montrez-lui toutes vos facettes, hein, sans honte, sans rougir, rien à cirer, rien à cirer. Parce qu'un jour, vous allez revenir au naturel et il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'arnaque sur la marchandise. Et c'est réciproque, bien évidemment. D'accord ? Donc, dans une vraie relation, hein, il faut qu'il y ait de la conscience, de la réflexion, un plaisir d'être avec l'autre, une volonté de faire son bien. Et il faut une relation réciproque. Hein. Mais pour que cette relation puisse se faire, il y a la nécessité de connaître l'autre. Et il y a la nécessité du temps. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. On peut prendre conscience quand on perd l'autre et l'autre devient alors irremplaçable. Hein. Lorsque vous avez décidé, normalement une femme ou un homme qui a décidé d'être avec une femme ou un homme, d'accord, il ne veut plus la remplacer. Voilà. Regardez vos parents, vos grands-parents. Regardez. Hein. Regardez comme ils savaient aimer. Hein. Hein. C'est une décision. C'est ferme, c'est irrévocable. Je décide. Mais pour ça, il faut de la grandeur d'âme. Chose qui se perd un petit peu malheureusement aujourd'hui. Ensuite, donc on a vu la différence entre être amoureux et l'amour. On va parler un petit peu de l'affectivité. L'affectivité, c'est l'ensemble des phénomènes de la vie affective. Hein. C'est l'ensemble des affects, hein, des pulsions. Les pulsions, c'est quoi ? C'est des forces physiques. Hein. Et les gens qui vivent par leurs pulsions, leur seul but, c'est la jouissance. C'est le plaisir. Hein. La différence entre pulsion et émotion, je vais vous dire par exemple, les émotions, c'est la tristesse, la joie, l'amour, la colère, etc. Il y a des gens comme Freud, hein, que je ne supporte pas. Hein. Freud disait que on est le jouet de notre inconscient et donc que nos pulsions refoulées finissent par nous submerger. En gros, Freud veut dire que nous sommes totalement soumis à nos pulsions. Vous voyez le danger de cette réflexion ? Ça voudrait dire que finalement, si nous ne soumettons pas à nos pulsions et que nous refoulons nos pulsions, tôt ou tard, elles vont submerger. Moi, je pense que ça n'arrive que chez les tarés. Voilà. Hein, parce que si on devait sauter sur toutes les femmes qui nous attirent dans la rue,
Bon, et que si on se retient, ça veut dire qu'un jour ça submergera, ça veut dire qu'il faut enfermer tous les hommes. Hein. Ça veut dire qu'on est des tarés, qu'on est des animaux finalement. Hein. Sartre, lui par contre, il dit que notre liberté face aux pulsions est infinie. Voilà, il est carrément, extrêmement radicalement différent, Sartre. Lui, il dit que l'homme est libre. Alain dit que l'homme est libre aussi face à ses pulsions. Mais souvent, il y a deux freins. Les freins, c'est la société, donc son environnement, et son inconscient. Moi, je fais partie de ceux qui disent que on est quand même majoritairement libre par rapport à nos pulsions. On est libre. On peut décider. Et moi, je pense que c'est ce qui fait la différence entre un homme et un autre, et une femme et une autre. J'aurais beaucoup de mal à me mettre avec une femme qui est soumise à ses pulsions, hein, je vous le dis clairement. C'est une preuve d'immaturité émotionnelle, c'est une preuve de dangerosité, même je dirais, de déséquilibre chez quelqu'un. D'accord ? Donc finalement pour Freud, c'est toujours l'inconscient qui est le maître de l'homme. Et c'est vraiment très très grave, hein, je pense. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur Freud, hein, parce que dans nos sociétés modernes, on nous a coltiné Freud du matin au soir. Hein. Donc, il n'y a pas un psychologue qui n'a pas étudié Freud. Même les psychothérapies sont freudiennes, les hypnothérapies sont freudiennes. Donc, hein, tout est basé sur l'inconscient. On va aller chercher l'inconscient, où il est, etc. Expliquer les choses uniquement par l'inconscient, c'est forcément faire une erreur. Hein. Lorsque Freud dit « tout vient de l'inconscient et nous sommes soumis à notre inconscient », il y a de la vérité là-dedans, mais en faire un absolu, ça devient une erreur, forcément. Tout ne vient pas de l'inconscient. Bien évidemment que tout ne vient pas de l'inconscient. On ne peut pas rendre absolue cette affirmation de Freud qui va induire en erreur. D'accord ? Alors, une fois qu'on a parlé de ça, on va parler de la construction de couple. On va définir ce que c'est que le couple. Le couple, c'est un lien conjugal dans lequel il y a des sentiments et dans lequel il y a des relations sexuelles. Il est très important de donner la différence entre le concubinage, la cohabitation et le mariage. D'accord ? On va commencer par la cohabitation, qui est un phénomène de société très à la mode. Depuis, bien sûr, que nous avons mis les mœurs traditionnelles à la poubelle, notamment en Occident. Ça a d'ailleurs contaminé énormément de sociétés, nord-africaines, orientales, même de plus en plus en Europe de l'Est, en Asie, etc. C'est un modèle de société, un modèle de relation basé sur le non-engagement. Hein ? Il y en a beaucoup qui trouvent des avantages au concubinage. Ils disent qu'il y a moins de concessions que pour le mariage. Il y a moins de responsabilités pour quitter la personne. Il y a des avantages financiers. On va pouvoir partager le loyer. On va pouvoir partager la nourriture. On va garder les avantages du goût de la vie à deux. On va apprendre à se connaître en étant en concubinage. On va être plus disponible l'un par rapport à l'autre. Hein ? Mais c'est quoi le grand problème de cette cohabitation ? Eh bien, c'est que il y a un énorme risque que cette relation ne soit pas prise au sérieux. C'est d'ailleurs une relation qui est basée sur le pas sérieux. C'est une relation qui est basée sur le non-engagement. On vit ensemble, mais bon, voilà, hein, on va pas s'engager parce que on sait jamais, quoi. Hein. Est-ce que c'est une relation vraie ? Est-ce que c'est une véritable, lorsqu'on parlait de l'amour véritable tout à l'heure, où vous décidez de vous mettre avec la personne,
pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que la cohabitation, le concubinage, peut être en lien avec cette décision? Est-ce qu'elle peut être la conséquence de cette décision? Pour moi, non, bien évidemment. Et les conséquences pour les enfants aussi, parce que le fruit de cette union va donner des enfants. Les enfants ont-ils droit à un couple stable? La réponse est oui. Est-ce qu'une famille forte est-elle... est-ce qu'une famille stable, basée sur une union de mariage, est plus forte qu'une famille basée sur une union de non-engagement dont la stabilité laisse à désirer? Car l'intention même du couple, c'est le non-engagement. Hein? Donc il y a beaucoup d'inconvénients. Le mariage. Le mariage présente énormément d'avantages. Hein? Il y a bien sûr, d'un point de vue totalement matériel, il y a des avantages fiscaux à se marier dans des pays comme en Europe. On peut se projeter pour beaucoup plus facilement, pour une maison, pour des enfants. Le mariage, c'est aussi une intention d'engagement sérieux. C'est un gage de stabilité. Ça permet également un développement serein du couple. Vous êtes beaucoup plus serein lorsque vous êtes marié en vous disant, bon bah voilà, normalement, hein, même si en 2024, les gens divorcent comme ils changent de chemise, hein, le mariage ne veut plus rien dire, bien évidemment. C'est une catastrophe, hein, on va pas se voiler la face. Les gens se marient de moins en moins et les mariages tiennent de moins en moins. Mais normalement, hein, si on revenait en source, lorsqu'un mariage est fait pour les bonnes raisons, à savoir une vie stable, un engagement sérieux et indestructible, eh bien, ça permet un développement serein du couple. Votre femme est beaucoup plus sereine dans son développement au sein du couple si elle n'est pas en train de se dire peut-être que mon mari va me quitter demain. Et c'est également la même chose pour un homme. C'est quand même émotionnellement plus confortable d'être dans une relation dans laquelle on se dit c'est bon, on est ensemble. Voilà. Alors bien évidemment, il y a moins de liberté. Alors bien évidemment, il y a des concessions. Hein? Et bien évidemment que la routine, elle peut vite s'installer. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir et le sérieux et l'amour réciproque, les avantages du mariage, c'est-à-dire avoir un homme qui va vous soutenir même dans le pire, une femme qui va vous soutenir, qui va être là même dans le pire. Vous êtes malade, vous perdez votre autonomie, etc. Bon bah tout cela, c'est des avantages quand même du mariage. L'affection, la chaleur, la tendresse, la vie commune, etc. On ne peut pas avoir tous ces avantages et ne pas vouloir les inconvénients qui vont avec. Mais aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est qu'on a énormément de gens gâtés, hein, énormément de petits capricieux, de petites capricieuses qui n'ont plus du tout le sens de l'engagement. Et ça, je trouve ça vraiment terrible, hein, malheureusement. Hein, vous voyez, je donne mon opinion. Donc, il y a des étapes dans la vie de couple. La première étape, c'est l'amour aveugle. C'est l'étape, on appelle ça l'étape de lune de miel. Hein? On tombe amoureux, il y a une rencontre, on tombe amoureux. Cet état est aveugle, il est totalement émotionnel, totalement sentimental. Il n'y a pas de raison, la raison est très faible, il y a des fortes zones d'ombre. Il y a un risque que le couple s'enferme sur lui-même, hein, dans le désir, dans le sentimentalisme. Oh ma chérie, qu'est-ce que t'es belle, oh mon chéri, qu'est-ce que tu me fais vibrer, j'ai des papillons dans le ventre, etc., etc. Hein, s'enfermer là-dedans, c'est très risqué parce que lorsque cet état va disparaître, eh ben, il y a de fortes chances que le couple n'existe plus.
Hein. Donc, il y a deux dynamiques dans l'état amoureux. C'est selon le couple. Soit ça va être une aventure, hein, soit ça va s'inscrire dans la durée. Mais ça s'inscrira dans la durée uniquement si vous décidez de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de passer de l'état amoureux à l'amour véritable. Mais pour ça, il faut passer par l'étape de désidéalisation. Hein. Il faut passer à l'amour lucide. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de ruptures à ce niveau-là de la relation. Il y a beaucoup de gens qui se quittent au moment de la désidéalisation, au moment où les deux se réveillent. Des gens qui se lèvent un beau matin et se disent « Waouh, finalement, t'es pas la personne avec qui je croyais être. Finalement, t'es pas comme je voulais. Finalement, ceci, finalement, cela. » Eh ben oui, ma cocotte. Ah bah oui, tu l'as idéalisé, t'en as fait ton Roméo, etc. L'amour lucide, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. L'amour lucide, c'est lorsque la relation est consciente, lorsqu'elle est réfléchie, lorsque la vérité était dite sur nos défauts, sur nos qualités, lorsque la liberté était respectée, la liberté d'être soi-même et de laisser l'autre être soi-même également et ne pas l'enfermer dans vos sentiments. C'est de l'égoïsme sinon. Sinon, ça s'appelle de l'égoïsme. Donc évidemment, l'amour véritable, il nécessite le cœur, mais aussi la raison. Voilà, la raison. Hein. C'est-à-dire, est-ce que cette personne peut raisonnablement me correspondre dans plusieurs choses? Il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que cette personne correspond à mes valeurs les plus fondamentales? Est-ce que cette personne va accepter, respecter les choses les plus importantes pour moi? Par exemple, si vous ne pouvez pas déménager dans votre vie, ou par exemple, si votre famille vit à proximité, vous vous en occupez, si votre boulot est très important pour votre équilibre, est-ce que cette personne va accepter ce qui aujourd'hui vous rend équilibré, vous rend heureux? Comment cette personne va vivre avec vous sur l'aspect financier? Demain, comment la personne avec qui vous allez vivre envisage ses relations avec ses amis du sexe opposé, par exemple? Comment cette personne va-t-elle réagir si elle ne s'entend pas avec mes parents? Vous voyez? L'amour véritable nécessite une enquête. L'amour véritable nécessite un discernement. L'amour véritable nécessite la vérité. L'amour véritable nécessite la liberté. L'amour véritable nécessite de dire les choses, d'enquêter, de se dire les choses comme des adultes. Hein? Il ne faut pas hésiter à se confronter au concret. Voilà. Est-ce que la personne avec qui je fréquente est la même avec moi, ses amis, au boulot, dehors, à l'intérieur, etc., etc. Quelle est la relation de cette personne avec ses amis, sa famille? Est-ce que c'est sain? Vous voyez? Donc, on appelle ça une étape de discernement. Hein? Il faut discerner. Mais pour pouvoir discerner, il faut avoir le courage de sortir de son état émotionnel amoureux. Hein? Il faut être capable de laisser l'autre aussi exprimer sa vraie nature. Lui imposer ça. Lui dire, écoute, nous avons des sentiments naissants, réciproques. Nous sommes tous les deux amoureux, je le ressens bien. Par contre, j'aimerais vraiment que tu me dises tout ce que tu ressens, tout ce que tu crois, tout ce que tu penses, tout ce que tu aimes et ce qui est important pour toi dans la vie, sans me mentir, sans chercher à me plaire. Parce que moi, je veux t'aimer véritablement et je veux t'accepter tel que tu es.
Et accepte que si je t'accepte pas tel que tu es, accepte que je te quitte. Voilà. Vaut mieux quitter, même si on a des sentiments, parce que les sentiments partiront. Les petits chagrins, ça dure pas longtemps, hein. Même pas une semaine, hein. Et puis on passe à autre chose. Vaut mieux souffrir une semaine que de souffrir toute votre vie dans un couple qui vaut pas le coup, hein. Donc voilà, l'amour véritable nécessite ce courage, hein, c'est la vérité. Et c'est à ce moment-là où on passe à l'engagement. On passe à l'amour choisi. C'est là qu'on passe à l'amour décidé. L'amour aveugle, c'est « Oh, je t'aime ». L'amour lucide, c'est « Je te découvre tel que tu es ». Donc, c'est la deuxième étape. Et l'amour choisi, c'est « Je décide de t'aimer tel que tu es ». Tel que tu es. Et donc, dans la société actuelle, les couples en attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'autre, hein. Le conjoint, il doit être à la fois le mari, l'amant, le copain, le psychologue, le coach, le gourou, celui qui devine tout, celui qui sait tout, celui qui... voilà, bon. On est complètement à côté de la plaque, mes chers amis. Malheureusement, on est complètement à côté de la plaque. Et oui, le vrai amour, c'est une décision. Le vrai amour, il est lucide, il est conscient. Mais pour vraiment aimer une personne, il faut qu'il y ait des deux côtés la vérité et la liberté. Moi, c'est ma conclusion, moi, je vais dire, hein. Je me suis forgé cette conviction avec le temps, basée un petit peu sur mon expérience personnelle, on va dire, mais aussi sur ce que j'ai pu voir autour de moi. Pardon. Les couples qui réussissent, ce sont ceux dans lesquels la liberté d'être tel qu'on est et la vérité et la sincérité sont omniprésentes. Omniprésentes. Voilà. Vous êtes le même. Lorsque vous arrivez à être le même avec vos amis, vos collègues et votre femme, sans savoir changer de masque, vous êtes donc aimé en vérité, en liberté. C'est réciproque pour la femme. Ne vous mariez pas sans assumer, sans savoir avec qui vous êtes à minimum. Alors, il y a toujours des risques. On ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, mais il y a quand même, sur les grandes lignes, un discernement à faire. Et pour ça, il faut être déjà en vérité avec soi-même. Il faut déjà être conscient de nous-mêmes, de ce qu'on aime, nous, de nos repères, de notre structure, de nos fondations, de ce qui est important pour nous, de ce qui est non négociable, et ne pas avoir peur de perdre l'autre. N'ayez pas peur de perdre l'autre. Ne soyez pas égoïste. Ne vous inventez pas une vie. Ne dites pas à l'autre ce qu'il veut entendre, parce que vous le payerez très cher. Parce que c'est une relation basée comme ça, c'est une relation égoïste. Il y a des femmes comme ça. Elle vous balance tous ses sentiments, tout son amour, soi-disant, pour vous mettre dans sa poche et pour créer même une dette sentimentale. Et ensuite, vous vous retrouvez coincé. Elle vous empêche de lui dire ce qui vous plaît pas. Ah, moi je t'aime, nanani. Attends, écoute ma grande. Merci, tes sentiments, ce que tu me dis me touche. Mais attends, moi je veux te connaître. Et moi je voudrais que tu me connaisses aussi. Parce que tu me connais pas. Donc moi je veux pas que tu m'aimes comme ça à l'aveugle. Et moi je veux pas t'aimer à l'aveugle. Alors c'est bien beau, nos beaux sentiments, c'est génial. C'est magnifique. Mais il faut qu'on sache où on va. Dis-moi qui tu es. Je veux savoir qui tu es. Et moi je vais te dire qui je suis. Vraiment. Et si tu m'aimes comme tu le prétends, dis-moi qui tu es. Et si tu m'aimes comme tu le prétends, accepte que je refuse d'être avec toi si je vois que qui tu es ne me correspond pas.
Et il faut avoir le courage d'accepter aussi de votre côté que l'autre vous accepte pas tel que vous êtes. Vive la liberté, les amis. C'est ça la liberté. Hein. La liberté, c'est ça, hein, dans le couple. Hein. C'est pas faire ce qu'on veut. Hein. La liberté, c'est être aimé librement. Alors nous, dans le christianisme, c'est tout à fait ça en plus. Hein. C'est une valeur très chrétienne. Dieu n'est pas un forceur. Dieu veut des gens qui l'aiment librement, en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est glorifié par des gens qui l'aiment en vérité et en liberté. Il n'y a aucune gloire d'être aimé par quelqu'un qui n'a pas le choix. Ça s'appelle de l'esclavage. Ça s'appelle de la soumission, de la véritable soumission, esclave, hein, dans le sens esclave du terme. Eh bien, il faut essayer de retrouver cet amour qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que il est beaucoup plus glorieux d'être aimé par une femme, ou pour vous les femmes, d'être aimé par un homme qui vous a accepté tel que vous êtes. Parce qu'il est libre. Il vous a aimé librement, consciemment. Cet amour-là est beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux. Quel honneur d'être avec une femme qui vous aime tel que vous êtes, et non pas pour ce qu'elle croit que vous êtes, ou pour l'image qu'elle s'est faite de vous. Parce que ça, tôt ou tard, foutra le camp. En fait, elle vous aime pas. Elle s'aime elle. Elle s'aime elle. Elle aime l'image qu'elle s'est faite elle. C'est pas vous qu'elle aime. Elle aime les sentiments que vous lui procurez. Mais c'est pas vous qu'elle aime. Elle s'aime elle à travers vous. C'est pas de l'amour, ça. C'est de l'égoïsme. Faites très très attention à ça, mes chers amis. Faites très très attention. Et bien sûr, c'est réciproque. Ça marche pour les femmes comme pour les filles. Comme pour les hommes. Donc, on va passer à la communication dans le couple. Il existe 3 modes de communication. La parole, les gestes et les actes. Hein? La parole, c'est questionner l'autre, raconter les événements quotidiens. Ça peut être de l'humour, ça peut être donner son avis, ça peut être exprimer son ressenti, ça peut être chanter, ça peut être parler des projets, ça peut être parler de l'avenir, ça peut être se reprocher des choses mutuellement, ça peut être se réconcilier. Vous voyez, donc par la parole, c'est un mode de communication. Vous avez un autre mode de communication qui sont par les actes. Donc c'est par exemple offrir des cadeaux, rendre un service, avoir des attentions, surprendre l'autre, faire des concessions, avoir des moments de complicité, etc. Ou ça peut être par les gestes. Hein. Ça peut être par les gestes, le sourire, les moments de tendresse, les massages, des beaux regards, la relation intime, etc. Là, je vous conseille un livre, les amis, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Sûrement, vous les connaissez. Hein, surtout les nanas, elles connaissent ça bien en général. Elles aiment bien ce genre de bouquin. C'est Gary Chapman. Hein, c'est un conseiller conjugal qui écrit Les 5 langages de l'amour. Et il dit quoi? Il dit qu'il y a 5 langues principales pour communiquer dans un couple. Et chacun utilise une ou 2 langues principales pour exprimer son amour. Donc, la difficulté, elle vient lorsqu'on n'a pas la même manière de communiquer son amour. Donc là, je vais vous donner les 5 langues principales. Et je vous propose de regarder chez vous, personnellement, comment vous communiquez, vous, cet amour. Quel est votre langage? Quels sont vos langages principaux, vous, personnellement? Et, du coup, à quoi êtes-vous sensible? À quel langage, à quelle expression de l'amour vous êtes sensible? Parce que ça, c'est très important de le savoir vous-même et de savoir comment l'autre exprime son langage. Parce qu'il peut y avoir des grandes incompatibilités. D'accord? Donc, je ne fais monter personne à MG pour le moment.
Je fais un live vraiment type académique. Je ferai monter après, une fois que j'aurai terminé. C'est pour pas avoir de hors-sujet, parce que ce live va être rediffusé sur d'autres plateformes pour qu'il puisse être utile au maximum de personnes. Voilà, désolé, je fais monter personne pour l'instant. Donc par exemple, premier langage, il y a des gens qui sont sensibles au moment de qualité. Je sais pas, un, un repas en amoureux, un voyage, etc., etc. Un moment de qualité. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Il y a d'autres personnes qui sont sensibles ou qui s'expriment par des paroles valorisantes. Voilà, des belles paroles, une expression par la communication de votre amour, etc. Il y en a qui expriment leur amour par des cadeaux. Hein. Voilà, je te montre que je t'aime en t'ayant offert ça, en te faisant ça, voilà, par des surprises, par des cadeaux, etc. Il y en a d'autres, ils expriment leur amour par le toucher physique. Voilà, par la tendresse. Et le cinquième langage, c'est les services rendus. Vous voyez? Bon, en théorie, on a à peu près, même si tous ces langages, on les retrouve chez tout le monde, mais on a deux langages qui dominent les autres. Hein. Donc il est important de savoir si pour vous, vous exprimez votre amour par des moments de qualité, par des paroles, par des cadeaux, par du toucher physique, par des services rendus. Sinon, ça peut vraiment être catastrophique. Imaginez par exemple un homme qui est sensible au toucher physique. Vous, en tant qu'homme, vous en avez rien à cirer des cadeaux de votre femme. Vous en avez rien à cirer qu'elle vous rende un service. Mais par contre, c'est très important pour vous, le toucher physique. Et imaginez comment vous allez vous sentir frustré avec une femme qui ne va pas vous donner ça. Vous allez vous sentir comme un mendiant vis-à-vis de votre femme. Hein. Donc, il est très important de repérer ses propres langages et de les dire. Et de les dire. Si votre femme, elle est très sensible à ce que vous l'aidiez à faire la vaisselle, mais que vous, vous exprimez votre amour en lui offrant un beau parfum, le dernier parfum de chez Sephora, et que lorsque vous arrivez avec votre parfum, elle n'en a rien à cirer, bon, vous risquez d'être très frustré, vous, parce que vous allez dire, mais attendez, moi je t'ai fait un cadeau, je t'ai montré que je t'aime, et toi t'en as rien à foutre. Bah elle va vous dire, ouais, bah en fait tes cadeaux, je m'en tape. Moi, tu vas me montrer que tu m'aimes si tu m'aides. Ou tu vas me montrer que tu m'aimes si tu me donnes de bonnes paroles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que y a souvent des incompréhensions profondes lorsqu'on n'apprend pas à connaître l'autre suffisamment par rapport à ça. Alors c'est de la théorie, hein. Et bien sûr, les personnes intelligentes, les personnes vertueuses, les personnes empathiques, les personnes de haute valeur savent s'adapter, savent prendre sur soi, savent se mettre à la place de l'autre, savent éviter des conflits, savent communiquer. Et donc voilà, mais malheureusement, ces gens-là sont... Donc il faut quand même revenir à la réalité. Hein. Donc comment communiquer? Eh ben, il faut dire tout ce qui n'est pas dit et garder en soi. Hein. Attention à la rancœur et à l'amertume. Il faut dire tout ce que vous ressentez. Il faut dire tout ce que vous pensez, sans rancœur et sans violence. Il ne faut surtout pas croire que l'autre va deviner. C'est un mensonge. Il ne faut pas vous mettre dans le crâne que l'autre va toujours tout deviner. C'est faux. C'est faux. Donc il faut toujours dire ce qu'on ressent. Combien de femmes gardent en elles pendant des mois, des trucs, des dossiers, et puis d'un coup ça pète, dans la violence, dans la rancœur, et puis bam, elle vous envoie ça comme une gifle. Tu te rappelles il y a 6 mois ce que t'as dit? Hein?
Et voilà. Et voilà. Ah bon, t'as gardé ça en toi pendant 6 mois. Et moi, tu m'as rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est pareil, nous, chez les hommes. Ça peut être pareil. Et vous voyez, et lors de réconciliation, l'homme en général, il se réconcilie par les gestes. Il fait l'amour. L'homme, quand il se réconcilie avec sa femme, il veut la prendre dans ses bras. Il veut lui faire l'amour. Alors que la femme, elle attend d'abord des paroles. Ah, on est très différents là-dessus, c'est incroyable. La femme a besoin de se sentir rejointe dans ce qu'elle ressent. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que même si vous ne lui trouvez pas de solution à ses problèmes, elle a besoin quand même qu'on l'ait comprise. Voilà. Même si vous ne trouvez pas de solution. Elle a besoin d'avoir vu en vous que vous l'avez écouté et que vous avez validé ce qu'elle a dit. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut se rouvrir. Donc, dans la communication, respecter l'autre, le passé, l'intimité, il y a souvent des choses, bien sûr, qui ne peuvent pas être dites de suite. Et donc, certaines fois, il faut quand même accepter d'attendre dans certains cas. Hein. Tout ce qui est lié au passé, à l'intimité, voilà, on ne peut pas exiger d'avoir des réponses à 100%. Mais je vous ai dit, la base de la communication, c'est la sincérité. Si le bon Dieu nous a donné une langue et une bouche, c'est pour dire la vérité. Si c'est pour mentir, dissimuler, ne pas dire ce qu'on pense, ne pas dire ce qu'on ressent, mettez un scotch sur votre bouche et taisez-vous à jamais. Voilà. Si on a une bouche, c'est pour parler. Et si on parle, c'est pour dire la vérité, c'est pour être sincère. La base de la communication, c'est la sincérité. Donc déjà, ça, commencez par ça. À discerner, à faire très attention, qui est sincère, qui ne l'est pas. Voilà, ça c'est très important. Avec les gens sincères et de bonne volonté, on peut faire de la route. Être dans la vérité. Le couple ne tient jamais dans le théâtre. Le théâtre, c'est au théâtre. Dans la vraie vie, le théâtre, ça marche pas longtemps. Accepter de ne pas être d'accord. C'est aussi ça la liberté. Je ne parle pas sur les principes, sur des choses fondamentales qui normalement font les piliers du couple. Mais de ne pas être d'accord, je sais pas moi. Vous pensez que Macron est un gros con et votre femme vous pense le contraire. Bon bah voilà, on s'en tape. Vous voyez, c'est pas très grave ça. Votre femme veut des rideaux rouges, vous préférez des rideaux bleus. Bon bah voilà, on va pas se prendre la tête pour des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut accepter de pas être d'accord sur des idées. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et avoir un regard positif. Avoir un regard positif. C'est-à-dire que ne pas être un paranoïaque ou une paranoïaque. Interpréter ce que dit l'autre. Parce que si vous êtes avec quelqu'un de sincère, d'honnête, et que vous vous êtes mis avec elle pour ces raisons-là, lorsqu'elle exprime quelque chose, présumez-la innocente. Hein? Interprétez avec bienveillance ses gestes ou ses paroles. Hein? Moi, c'est terrible parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ça. Y a des gens, malheureusement, qui, quand vous dites des choses, c'est tout de suite mal interprété. C'est tout de suite vu comme une attaque, comme chose comme une offense. Voilà, il y a des gens, les gens parano sont invivables. Hein. Les gens parano sont invivables parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous présume coupable tout le temps, il n'y a pas de sérénité possible, il n'y a pas de communication possible, il n'y a pas d'empathie possible, il n'y a pas de connexion possible, il n'y a pas de profondeur possible. Vous voyez? Il n'y a pas de place à la vérité non plus. Parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez même plus parler. Vous n'allez même plus oser dire de peur d'être jugé, de peur
de peur de froisser ou de... Vous voyez, c'est trop important d'être libre. C'est trop important d'être libre. Donc dans la communication, il faut reprendre les 4 temps de la communication non violente que je vous ai exprimés en tout début de live. Les 4 temps de la communication non violente, ils sont très simples. J'observe un comportement concret qui affecte mon bien-être. Je réagis par un sentiment en assumant la responsabilité de ce sentiment. Je cerne les besoins, les désirs ou les valeurs qui ont suscité ce besoin, ce sentiment, et je demande à l'autre une action concrète qui va favoriser mon bien-être. 4 étapes. Les faits, le sentiment par rapport aux faits, qu'est-ce qui a été troublé au fond de moi-même pour générer ce sentiment, et qu'est-ce que je demande à l'autre pour que je me sente mieux. Voilà. Fait, sentiment, valeur qui était remise en question, demande. Voilà. Très important d'utiliser ces étapes-là. Nous allons passer maintenant à la sexualité. C'est un vrai sujet, ça, dans le couple. Un sujet qui a de plus en plus d'importance dans les sociétés modernes. On dirait que c'est devenu le truc le plus important dans nos sociétés de mensonges, hein, d'hypermédia, d'hypersexualisation. Donc bien évidemment, c'est un sujet qui, en couple, lorsque l'on connaît quelqu'un, qui doit évidemment être utilisé dans le respect et la délicatesse. Hein. Je vous fais une petite introduction pour vous expliquer un peu le monde dans lequel on vit. Le philosophe Reich, c'est un théoricien de la liberté sexuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, dans les années 60, notamment en mai 68, eh bien, il y a eu une révolution sexuelle, hein, une émancipation sexuelle. Hein. Et donc, il y a eu une perturbation totale des mœurs, une libération de la sexualité, notamment celle des femmes, qui disaient, voilà, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux, etc. Donc, il y a un rapport à la sexualité qui est sorti du cadre, qui autrefois était le mariage. Avant, la sexualité était normée par la société. Une relation sexuelle devait avoir un cadre pour qu'elle puisse être ordonnée. Hein. La sexualité servant à faire des enfants et non pas qu'à se faire plaisir, eh bien, les sociétés ont depuis toujours mis un cadre qui s'appelle le mariage pour pouvoir ordonner cette sexualité et offrir un cadre aux fruits de cette sexualité qui seront les enfants. Et c'est ce qui assurait la stabilité des familles et donc la stabilité de la société tout entière. Mais on va dire depuis la révolution sexuelle, la fin de la relation sexuelle n'est plus la procréation, mais la première fin, c'est le plaisir. Hein, quand on dit mon corps m'appartient, ça veut dire que je peux faire du sexe que pour me faire plaisir. Hein? Donc ça a généré du sexe hors mariage, ça a généré la pornographie, ça a généré l'hypersexualisation, ça a généré de l'adultère, ça a généré le concubinage, ça a généré l'homosexualité assumée, parce que si le sexe n'est que pour le plaisir, eh bien pourquoi les homos ne se feraient pas plaisir? Ils avaient tout à fait raison. Vous voyez? Donc il faut savoir ça, c'est que on est arrivé dans une société où après la révolution sexuelle, est arrivée la contraception également, pour aussi contribuer au sexe plaisir, d'accord? Et non plus au sexe famille. Bien sûr, le plaisir fait partie de la sexualité, mais c'est d'abord l'union, la procréation, la construction. Hein? C'est pas d'abord le plaisir, c'est d'abord l'union et la famille.
Le plaisir est une conséquence de cette union et non pas le contraire. Vous voyez? Donc on a complètement détruit la société, inversé la société. Et ça, il faut en être conscient. D'accord? Ça, c'est mon introduction. Elle est personnelle. Elle n'a rien à voir avec les cours que j'ai faits, mais je vous ai donné une introduction personnelle. Donc, les difficultés récurrentes en matière de sexualité sont la souffrance, l'insatisfaction, la peur de l'échec. Il n'est donc pas si facile d'être heureux et épanoui en matière de sexualité. Pourquoi? Parce que, notamment en Occident, la sexualité, elle est calquée sur les médias. Hein. C'est une sexualité qui est imaginative et reproductive des performances annoncées dans les médias. L'imaginaire a été tué par les images et par les vidéos. La pornographie a détruit énormément de couples, a complexé énormément de femmes et d'hommes, a suscité une vision erronée de la sexualité. Alors que le couple, il est toujours, dans ce cas, dans une recherche de prouesse, de performance. Hein. Il y a un repère de jeu. Ils sont, la plupart du temps, dans du théâtre, où chacun veut faire semblant. Et les femmes, d'ailleurs, sont très très fortes pour ça, pour faire semblant. Ah, c'est des grandes... c'est des grandes actrices. Ah, pour faire semblant, les femmes sont très très fortes au lit. Il faut que l'homme assure et que la femme puisse admirer. Hein. Voilà le sexe en 2024. Performance. Performance, théâtre. Hein. Donc, l'harmonie sexuelle ne se construit pas comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça se construit. Plus un couple sera dans la vérité, plus un couple sera dans le respect, plus un couple sera dans la communication profonde, et plus le couple arrive à avoir une sexualité harmonieuse. Hein. C'est souvent dû au manque de confiance aussi. Les problèmes de cet ordre-là, c'est souvent dû au manque de confiance. L'entente sexuelle pour le couple considère que c'est le ciment du couple, alors que c'est faux. On entend ça partout. En 2024, tout le monde me dit « Ouais, le sexe, c'est 80% du couple. » Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Allez raconter vos conneries ailleurs. Arrêtez. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? C'est faux. C'est la communication, c'est la communion profonde des cœurs et la communion des corps qui donne l'harmonie dans un couple. Ah oui, mais pour ça, il faut sortir de l'état animal. Il faut sortir de l'état animal. Il faut sortir du porno. Ah ouais, c'est pas pareil. On nous apprend plus ça à l'école. Donc la plupart des difficultés sont souvent dues aux difficultés du couple ou psychologiques de chacun. Ce qui se répare par la communication, normalement. Hein. S'il y a un manque de confiance dans la sexualité, s'il y a des blocages, s'il y a des choses, etc., ça se répare que par la communication. L'harmonie, elle se retrouve par la communication, par l'empathie, par l'attention, etc., etc. Encore faut-il vouloir le bien de l'autre. Encore faut-il ne pas être égoïste. Donc je vais vous parler rapidement des rapports sexuels. Les préliminaires sont très importants, notamment pour les femmes. La connaissance de l'autre doit se faire dans le respect et pas à pas, sans brusquement. Hein. La connaissance avec le temps des différentes parties érogènes, de quand penser à soi et à l'autre. Les fantasmes sont importants pour la montée du désir, pas souvent produits de l'imagination, mais recopiés d'images vues. Donc ça,
il faut encore faut-il avoir des fantasmes utiles et respectueux. Voilà. Donc ça, moi, je ne vais pas rentrer dans la vie intime de chacun, mais voilà. On sait aujourd'hui à quel point la sexualité est devenue totalement débridée, hein. Il y a des gens aujourd'hui qui, pour être excités, ils ont besoin limite de se faire frapper, de se faire pisser dessus. Enfin, on voit des trucs de malade, hein. Donc, voilà, je vous laisse, je laisse à chacun son appréciation par rapport à ça. Voilà. Donc, il peut y avoir deux grandes difficultés majeures dans la sexualité. C'est chez l'homme, c'est l'érection et l'éjaculation sont deux réflexes dans l'acte sexuel. Il y a une différence entre la masturbation et la vraie sexualité. Aujourd'hui, on est dans une époque de, excusez-moi du terme, de branleur, hein. On vit dans une époque de branleur. Excusez-moi du terme, hein. On vit dans une époque de masturbateur, hein. Il fut encore un temps, c'était la honte, hein, de se masturber. Aujourd'hui, c'est la norme, d'ailleurs. Et donc, ça vient aussi perturber énormément la sexualité des hommes, hein. Ça diminue même leur libido, ça diminue leur énergie, ça diminue leur capacité, leur virilité, ça diminue leur capacité à chasser la femme, à la chasser, hein. Messieurs, hein, ne vous masturbez pas trop, parce que l'énergie que vous avez dans vos cojones, là, elle est très utile. Il faut garder toute cette testostérone en vous pour pouvoir être attractif, pour pouvoir susciter l'envie de conquérir, hein, d'aller vers la femme de façon véritable, hein. Arrêtez de vous branler, quoi. Voilà, arrêtez de vous branler. C'est de la semence jetée à la poubelle, jetée au fond des chiottes pour rien. Cette semence, elle est sacrée, les gars, hein. Je passe pour un taré de parler comme ça, mais j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, si vous masturbez trop, vous allez seulement solliciter le nerf érecteur et éjaculateur. Et c'est mauvais, hein. Parce que dans la vraie sexualité, il faut apprendre à se connaître et à maîtriser ses réflexes naturels. Donc vous risquez de devenir des éjaculateurs précoces. Voilà. Vous allez vous lâcher en 2 secondes, en gros, quoi, hein. C'est pas terrible. Donc, les gros problèmes qu'on peut trouver chez les femmes, par exemple, il faut le savoir, en termes de sexualité, c'est premièrement le vaginisme. C'est lorsque la pénétration est impossible. Toute tentative empire le problème. C'est souvent dû malheureusement à des souvenirs d'abus ou de rapports douloureux. Et bien dans ce cas-là, il faut du dialogue. Il faut un conseil conjugal. Il faut faire très attention. Il y a des femmes qui peuvent avoir cette difficulté-là, hein. C'est des sujets tabous, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des sujets tabous aussi chez l'homme, tout ce qui est éjaculation précoce, etc., etc., les micro-pénis, etc. C'est une catastrophe, hein, pour un homme. Donc là, il y a des vrais sujets que chacun vit à son niveau. Et concernant les femmes, il y a le vaginisme et il y a la frigidité. La frigidité chez une femme, c'est le fait de ne pas éprouver de désir sexuel. Et donc ces femmes-là, en général, elles subissent le rapport avec passivité. Et il y a des causes, hein. Souvent, c'est parce qu'elles ont la haine de leur corps, elles sont dégoûtées de la sexualité, ou elles sont dégoûtées des hommes, ou je sais pas, parce que des fois, c'est suite à des avortements, des IVG, voilà. Donc l'homme peut aussi être concerné par la frigidité, car par nature, l'homme était un conquérant, un guerrier, un chasseur, par nature. Mais c'est quand même plus rare. C'est quand même plus rare. D'accord. On va terminer ce live avec la gestion des conflits. D'accord? Le conflit, mes amis, il n'est pas mauvais. Il n'est pas assimilable à la compétition, à la concurrence. Tant qu'on est vivant, il y aura des conflits.
il n'y a que les couples morts qui n'ont pas de conflit. Donc, un conflit, c'est quoi? C'est une tension entre personnes ou groupes. C'est pas forcément violente, mais peuvent le devenir par répétition ou accumulation. Hein. Il existe les conflits de besoins et il existe les conflits de valeurs. À la fois, on a besoin des autres, mais des fois, on n'a pas toujours la même manière de voir les choses. Les conflits sont normaux, mais il suffit juste de savoir les gérer. Les conséquences des conflits, c'est la méfiance, c'est la rupture de la confiance, la dépression, le manque d'appétit, l'isolement, la division. Et la violence, c'est le risque majeur en cas de conflit. Donc, c'est important de prendre conscience de la violence qu'on peut avoir en nous, en nous-mêmes, en cas de conflit. C'est important de se poser la question, de poser à l'autre la question aussi, comment tu réagis en cas de conflit? T'es comment? Il y a des aspects positifs dans les conflits bien gérés. Dans les conflits bien gérés, ça génère de la satisfaction, ça génère du renforcement. Un couple vivant a forcément des conflits, je le répète. Des gens vivants ont forcément des conflits. Les gens sincères, vivants, qui disent ce qu'ils pensent, ils ont forcément des conflits. Les couples morts, quand il n'y a plus d'amour, ils n'ont pas de conflit. Parce que l'inverse de l'amour, ce n'est pas détester, c'est ne pas aimer. Donc c'est ignorer. Donc un couple mort n'est pas un couple qui se déteste, c'est un couple qui ne s'aime plus. Et un couple qui ne s'aime plus, c'est quand il n'y a plus rien. C'est l'ignorance. D'accord ? Les conflits, ils construisent notre identité, ils définissent qui nous sommes, ils favorisent la maturité, ils favorisent notre capacité à se remettre en cause et ça nous fait avancer. Ça nous oblige à prendre conscience de l'existence de l'autre également. Et ça révèle les problèmes de l'autre. Sans ça, on ne peut pas trouver un équilibre ou changer les choses. Le conflit est donc très important. Les causes des conflits, elles sont multiples. Toutes les personnes sont différentes. Donc on perçoit les choses différemment. Hein. On a tous une perception différente des choses. Et encore une fois, il y a une illusion dans le couple de se dire qu'on est pareil. On n'est pas pareil. Nos logiques sont différentes. Nos croyances sont différentes. Nos passés sont différents. Donc la vie commune fait croire le contraire. Mais c'est faux. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Les défauts qui provoquent le plus de conflits, je vais vous les citer. Premièrement, c'est l'orgueil. Voilà. Les défauts qui provoquent le plus de conflits, c'est l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, la colère, l'agressivité. Je répète, égoïsme, orgueil, jalousie, colère, agressivité. Alors si en plus il y a le cocktail des 5, c'est le divorce assuré. Et moi je dirais que l'égoïsme et l'orgueil, c'est vraiment au top classement, ouais, c'est vrai. Hein. Tous les divorces, l'immense majorité des divorces, c'est une cause d'égoïsme. Le gars qui a décidé de tromper sa femme, il a été égoïste. Voilà, il a décidé de choisir lui, son désir personnel, plutôt que son couple. Celui qui décide de pas, la femme qui décide de pas prendre soin de son mari, bon bah elle s'est choisie elle et pas son couple, etc., etc. C'est toujours de l'égoïsme, de l'orgueil, hein, de l'orgueil. Voilà. Les caractères qui provoquent le plus de conflits, là je vous ai parlé des défauts, mais les caractères qui provoquent le plus de conflits sont les gens rigides d'esprit, c'est-à-dire ceux qui manquent d'ouverture. C'est la peur des autres, les gens qui ont peur des autres, et les gens renfermés.
hein. Rigidité d'esprit, peur des autres, enfermement. Le couple sera le scénario de toutes les difficultés de chacun qui n'ont pas été résolues par l'enfance. Hein. Donc souvent, ce qu'on constate dans un couple, c'est que les inconscients se choisissent. On choisit souvent la même personne, comme la mère ou comme le père. Souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent. Souvent. Donc ça, il faut faire attention. Il faut être conscient de votre inconscient, j'ai envie de dire. Aussi, il faut apprendre à vous connaître. Hein. Donc il y a des causes de conflit lorsqu'il manque du sens, le comment, le pourquoi. Quand il n'y a pas de sens dans un couple, ça crée du conflit. Quand il n'y a pas de respect, quand il n'y a pas d'aide mutuelle, quand il n'y a pas de cohérence, quand il n'y a pas de clarté, quand il n'y a pas de vérité, quand il n'y a pas d'écoute, quand il n'y a pas de justice. Tout ça sont des causes de conflit. Manque de sens, manque de respect, manque d'aide, manque de cohérence, manque de clarté, manque de vérité, manque d'écoute, manque de justice. Il y a donc besoin d'une communication de cœur à cœur, c'est-à-dire très profonde. Mais ça, malheureusement, en 2024, il y a très peu de gens qui en sont conscients, il y a très peu de gens qui le veulent, qui en sont capables et qui le veulent, qui ont cette volonté. Pour avoir cette volonté de communication profonde cœur à cœur, il faut avoir tué en soi son égoïsme. Il faut avoir brisé en soi son orgueil. Et dans nos sociétés modernes, on nous pousse à tout le contraire en fait. Donc ensuite, il y a plusieurs façons de gérer les conflits. C'est soit l'évitement, il y en a beaucoup qui fuient, qui font de l'humour, de l'hypocrisie, de la fausse politesse. Alors ça permet de donner du temps, mais c'est très mauvais parce que rien n'est résolu. Hein. Dans un couple, tout ce qui est important doit être traité. Et ensuite, il y a la soumission et le sacrifice. Il y a des gens qui cèdent. En cas de conflit, ils se soumettent à la volonté de l'autre. Ça montre à l'autre la bonne volonté, mais c'est pas bon. Parce que l'inconvénient, c'est de finir par être toujours dominé. Et ça va pas forcément satisfaire l'autre. Hein, le fait de vous soumettre. Autre manière de gérer un conflit, c'est de dominer. Hein, il y a un gagnant et un perdant. Je vais utiliser mon autorité pour faire céder l'autre. Alors c'est bien, on a une solution, on a ce qu'on veut rapidement, mais à long terme, on peut détruire l'autre en fait. Et ça peut générer des révoltes cachées qui vont exploser au bout d'un moment. Il y a aussi une manière de gérer un conflit, c'est de trouver un compromis. Voilà, on s'entend pour un espèce de juste milieu où on n'est pas forcément content l'un ou l'autre. Donc chacun est satisfait à court terme, mais rien n'est vraiment satisfaisant. Donc rien n'est vraiment réglé finalement. Ensuite, il y a une autre gestion, c'est la stratégie gagnant-gagnant. C'est on cherche vraiment à résoudre le problème en cherchant la difficulté de fond. Elle est indiquée pour des enjeux de la durée, parce qu'elle préserve la qualité de la relation. Hein, c'est vraiment la collaboration qui est la plus importante, la plus fructueuse. Ne pas user de son pouvoir, ne pas se croire seul à avoir raison, être attentif, manifester de la bonne volonté, de la bonne foi. Hein. Donc ça améliore la relation, ça améliore la confiance, ça favorise la réflexion. Hein. Donc dans un conflit, il faut toujours basculer son regard vers l'autre pour être plus objectif. On revient encore à l'empathie. Hein, on revient encore à l'empathie. Donc les étapes à respecter lors d'un conflit, c'est premièrement, vérité de l'autre. Deuxièmement, mettre mes limites. Troisièmement, ma vérité. Quatrièmement, mettre les limites à l'autre. Ça veut dire quoi ? Reconnaître l'autre, c'est quelle est sa vérité, quel est son vécu, ses besoins, ses valeurs. Pourquoi réagit-elle comme ça ? Qu'est-ce que cette personne est en train de défendre ? Je me descente de moi-même et j'essaye de comprendre l'autre. Deuxièmement,
J'accueille mes limites. Qu'est-ce qui, dans mon attitude, blesse et dérange l'autre? J'accueille la critique et j'essaye de ne pas me défendre à tout prix. Je me mets en situation de vulnérabilité. Je reconnais ces erreurs et je les nomme. Demander le pardon pour ce que j'ai fait, mais aussi pour les souffrances que ça induit chez l'autre. Troisièmement, c'est dire ma vérité, m'affirmer. Donc on s'affirme comment? En commençant par mes valeurs, mes motivations, mon éducation, mon vécu et ce que je défends. Témoigner de la vérité qui m'habite, même si j'adhère pas forcément à celle de l'autre. Et donc là, il faut interpeller l'autre. Hein. Donc je reconnais le droit à l'erreur, mais tu n'as pas tous les droits. On ne s'écrase jamais. C'est aussi par respect pour l'autre et soi-même que l'on interpelle pour aboutir à une correction dans le futur. On ne s'écrase pas. On ne s'écrase pas. Mais pour que ça marche, bien évidemment, tout ce que je viens de vous dire là, il faut quelque chose de vital. Il faut un cœur tendre. Pourquoi? Parce que en couple, le pardon est vital. En tant qu'offenseur, demandez pardon. En tant qu'offensé, pardonnez. Le manque de pardon pourrit le couple. Et entrer dans cette démarche libère d'une sacrée dette. Le pardon est une démarche libre qui vient du cœur. Cette démarche appartient aux grandes dames. Voilà. C'est là qu'on voit que je vais terminer le live en vous disant ça, car je dois y aller, il est plus de 20h. Je reviendrai tout à l'heure. C'est là que vous voyez que le christianisme est une religion avec des valeurs qui permettent vraiment de donner un socle pour un mariage réussi, un couple réussi. Voilà, notamment sur ces aspects-là, la capacité de se remettre en question, de faire un examen de conscience, la place de la vérité, de la liberté, la place du discernement, le bel équilibre entre la raison et le sentiment, la place du pardon, etc., etc. Nous avons normalement dans notre religion vraiment tous les ingrédients pour pouvoir, si nous sommes animés par la foi, avoir un mariage heureux. Voilà. Encore faut-il trouver la personne qui est encore au même niveau de foi que vous, qui accorde la même importance que vous à ces choses essentielles. Parce que quelle frustration de vivre avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau de conscience. Je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que ce live vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Au revoir, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé.